Adam Bloss presents. MySpace, Vine, Vertical, Tumblr, MSN, Periscope, Google+, des réseaux sociaux dont vous avez probablement déjà entendu parler ou même sur lesquels vous avez passé de nombreuses heures. Pourtant, ils ont tous disparu de nos habitudes et certains sont même morts et enterrés. Alors, pourquoi ces réseaux sociaux ont échoué ? Alors à votre avis, qu'est-ce qui serait le nouveau YouTube, tu vois? Ah, je pense que c'est Vertical, la nouvelle application gratuite. Non mec, Quoi? t'as tout spoilé mec. Hi, my name is Erica Gons, and I'm here in Salt Lake City, Utah. We are talking about MySpace on the internet, and I'm going to show you now how to make a MySpace layout or find a MySpace layout. Il n'y en avait plus, alors j'ai fini mon verre de sauce. De Suze, Logan. Suze. Ok, et là j'étais tellement bourré, j'ai commencé à enculer mon chien. Engueulé. Non, je l'ai enculé. Contrairement à la grosse analyse sur l'intelligence artificielle et les artistes que j'ai sorti la semaine dernière, aujourd'hui je voulais vous proposer une revue des différentes disparitions de ces plateformes pour mieux comprendre ce qui caractérise véritablement un réseau social aujourd'hui. Cette approche nous permettra également en miroir de mieux appréhender ce qui fait le cœur et le succès des applications en comprenant les facteurs de réussite et d'échec. Des mastodontes déchus aux outsiders dévorés par manque de moyens, les causes sont multiples. Commençons par les plateformes qui n'ont jamais vraiment réussi à trouver leur public ou au moins à s'installer durablement dans nos vies quotidiennes. La plus connue d'entre toutes est sûrement Google+. Là, deux cas de figure. Soit vous vous demandez de quoi il peut s'agir, ou alors ça vous dit vaguement quelque chose, soit vous avez légèrement pouffé de rire en sachant exactement ce dont il s'agit. En 2011, Google est déjà l'entreprise ultra puissante qu'elle est aujourd'hui. Détentrice du moteur de recherche le plus populaire au monde, de Gmail et même de YouTube, elle semble impossible à arrêter. Mais les dirigeants sont embêtés. Alors que Facebook connaît un succès retentissant, Google ne détient pas de réseau social. Il est décidé d'y remédier au plus vite. C'est donc en 2011 et rempli d'optimisme que la plateforme est officiellement lancée. Et si on regarde les chiffres, ça ressemble à un énorme succès à s'y méprendre. 90 millions d'utilisateurs en 6 mois. Sauf qu'évidemment, la réalité est moins glorieuse. À cette époque, l'entreprise de Mark Zuckerberg compte déjà près de 700 millions de membres. Le chemin à parcourir semble impossible et surtout bien trop long pour Google. Peu après le lancement, il est alors décidé d'associer automatiquement chaque compte Gmail ou chaîne YouTube avec un profil Google+. Sauf que ça crée une confusion énorme et surtout ça ne suffit pas à convaincre les gens d'utiliser le réseau social. En plus d'être arrivé trop tard, le service repose sur un modèle peu clair qui l'entraînera dans sa chute. Une ancienne salariée raconte sur son blog que le modèle était celui du suivi asymétrique, comme sur Twitter par exemple. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de l'autorisation d'une personne pour la suivre. C'est l'inverse de Facebook ou LinkedIn à leur début, qui nécessitaient un accord mutuel pour entrer en contact. Sauf qu'un accord de 2 utilisateurs, ça prend plus de temps qu'un suivi asymétrique. Et Google n'a pas le temps. Mais jusqu'ici, pourquoi pas? Beaucoup de réseaux sociaux ont connu le succès avec cette formule. Le problème, c'est que Google+, par son système de cercles, poussait à privilégier les relations proches. Sauf qu'une relation proche s'entretient si elle est réciproque et non unilatérale. Le site se retrouve donc avec des millions de membres inactifs à cause des comptes Gmail et YouTube automatiques, alors que des études internes dans le même temps prouvent qu'il existe une corrélation négative entre l'engagement des utilisateurs et le nombre d'amis inactifs dans leur cercle. Effectivement, plus vous avez d'amis inactifs dans votre cercle, moins vous vous engagez. Le site a commencé à avoir la réputation d'une plateforme déserte et n'a jamais réussi à convaincre. Il a officiellement fermé ses portes en 2018 et reste aujourd'hui l'un des échecs les plus retentissants de Google. C'est d'autant plus inattendu de la part d'un acteur majeur comme Google. Dans le même temps, d'autres réseaux sociaux ne sont pas parvenus à s'imposer dans la durée, mais dont l'origine est plus étonnante, des influenceurs. En été 2017, Sofiane et Seb présentent une application prête à changer à tout jamais la création de contenu sur Internet, Vertical. Le concept est simple, une plateforme de vidéos avec uniquement des vidéos à la verticale. Ça peut paraître complètement banal aujourd'hui, mais en 2017, les vidéos verticales n'existent pas sur Instagram et YouTube, et TikTok n'a pas encore émergé. Pour cela, Sofiane et son équipe s'entourent de créateurs de contenu très populaires, comme Amixem, Joyka YouTunes, ou même The Kairi, ou David Lafarge Pokémon. Parce qu'en effet, la plateforme est fermée. Seuls les créateurs sélectionnés peuvent poster leurs vidéos. Et ça marche. Au bout de quelques temps, l'application atteint le palier des 500 000 inscriptions, et certaines vidéos font même 100 000 vues. Mais
la gestion opérationnelle, donc c'est-à-dire gérer au quotidien le site, les bugs, les nouveaux utilisateurs, devient très complexe. Et surtout, le coût des serveurs qui stockent les vidéos ruine complètement l'entreprise qui n'avait pas anticipé de tels frais. La plateforme est contrainte de fermer face aux difficultés financières malgré un début de succès qui, avec le recul, aurait pu mener très loin. Et c'est fou parce que même si Vertical a eu donc un petit succès à son début, pour ce qui est des contenus qui étaient dessus, j'ai regardé, il y a des vidéos qui sont archivées sur YouTube, on n'est pas non plus sur du contenu original, de grande qualité, exceptionnel. Alors, il faut remettre en contexte le YouTube de l'époque. C'était des vidéos de 2-3 minutes qui semblaient avoir été plus ou moins tournées à la chaîne sous forme de mini-jeux, pseudo-parodies sur fond vert et qui avaient effectivement comme seule particularité d'être verticales, mais dont souvent la verticalité n'était même pas tellement utilisée comme un véritable outil. C'est-à-dire que c'était vraiment juste pour faire joli, un petit peu comme mon format en 4 tiers, qui n'a pas vraiment d'intérêt propre, hormis parce que j'aime bien l'esthétique, mais du coup, ça manquait peut-être d'un véritable propos et d'une véritable utilité. Si TikTok a aussi bien fonctionné avec son format vertical, c'est parce qu'il a permis à tout le monde de prendre son téléphone et de pouvoir filmer sans avoir besoin de le retourner, sans avoir besoin de faire du vrai montage. Là où vertical, c'était même pas filmé au téléphone. Comme je l'ai dit, les créateurs étaient sélectionnés et tous, de ce que j'ai compris, tournaient avec des caméras comme celle avec laquelle je suis en train de tourner actuellement. Simplement, elle était retournée. On n'avait pas complètement ce sentiment qui a fait selon moi le succès de TikTok. Par contre, là où ils ont eu raison sur les vidéos verticales, c'est qu'effectivement, ils ont compris que la majorité de la consommation des vidéos en ligne se faisait sur téléphone et non plus sur ordinateur. Et à ce titre, forcément, une vidéo verticale, ça rend beaucoup mieux sur téléphone parce qu'elle va venir prendre tout l'écran. Et c'est ce qui vous gêne d'ailleurs dans mes vidéos en 4 tiers, c'est que vous savez pas si vous devez garder votre téléphone en vertical ou alors le mettre à l'horizontale, puisque dans les deux cas, vous aurez des petites bandes noires reloues sur les côtés. En mai 2019, la chaîne Le Tatou, composée de Hugo des questions cons et Ludovic B notamment, est à son apogée quand elle annonce un nouveau projet révolutionnaire, Time Jump. Une application sur laquelle ils auraient travaillé durant plus de 3 ans, qui permet d'envoyer des messages scellés jusqu'à une certaine date à des amis, comme une capsule temporelle numérique sous forme de message. La vidéo met en avant quelques usages, avec même des caméos de créateurs très populaires à l'époque. Le public est dans un premier temps enthousiaste vis-à-vis de cette initiative innovante et disruptive, mais certains pointent du doigt, à raison, le concept très limité et le manque de perspective pour l'application. Avec une seule fonctionnalité, l'utilisation du réseau social est très limitée, surtout qu'elle est finalement délaissée assez rapidement sans vraie mise à jour. Elle n'est désormais plus disponible et a sûrement emporté avec elle des milliers de messages en attendant de voir leur date de livraison arriver à son terme. C'est dommage, car l'idée est effectivement intéressante, mais il aurait mérité d'être une fonctionnalité au sein d'un service comme Snapchat par exemple, et non pas un service à part entière. Ce n'est d'ailleurs pas la seule application qui a subi sa fonctionnalité limitée. Beaucoup de plateformes ont souffert de se reposer que sur une fonctionnalité qui pouvait facilement être répliquée par la concurrence. Le cas le plus récent est celui de Clubhouse. Vous savez, le réseau social de discussion audio qui était tendance en 2021. Créé en 2020, pendant le confinement, l'appli s'était répandue comme une traînée de poudre à une vitesse folle au sein des journalistes, de la même manière que Twitter à ses débuts. Cela peut s'expliquer par différents facteurs, comme le fait que pendant plus d'1 an l'application n'était pas interdite en Chine, contrairement aux autres réseaux sociaux occidentaux. Également, l'accès se faisait uniquement par le parrainage d'un proche, ce qui créait un effet privilège et une impression d'exclusivité. Encore plus pendant le confinement, à savoir quand les gens étaient chez eux et ne pouvaient pas vraiment débattre en vrai. Mais les différents groupes de débat devenaient rapidement stériles à mesure de l'ouverture à de plus en plus de gens, notamment à cause d'un manque de modération. La fin de la pandémie a également impacté le site, puisque les gens étaient moins chez eux pour participer à distance. Enfin, c'est surtout la reprise par Twitter avec les Spaces, qui sont littéralement la même chose, qui a fini par le tuer. Après, Clubhouse avait pas eu le temps de devenir un phénomène mondial non plus. Contrairement à Vine. Vine, c'est l'exemple du réseau social exceptionnel qui a disparu quasiment du jour au lendemain. Le collègue Hardisk y a consacré une vidéo, donc je m'étendrai pas outre mesure dessus. Mais ceux qui étaient sur les réseaux à cette époque, donc entre 2012 et 2015, s'en souviennent forcément. Certains Vines sont même encore des mèmes très populaires, et des influenceurs comme les frères Jake et Logan Paul se sont fait connaître dessus. Hey, can I have a large number 3, please? Les raisons de sa disparition sont multiples.
Mais en gros, elle avait été achetée par Twitter et la gestion opérationnelle au quotidien se passait très mal car les bureaux n'étaient pas au même endroit. Les décisions devenaient difficiles à prendre, dans le même temps Instagram commençait à arriver avec les stories ou les IGTV et aucune rémunération n'était prévue pour les créateurs de contenu. Le modèle économique bancal a eu raison de la plateforme. Il s'agissait de courtes vidéos de 6 secondes maximum. Et c'est marrant parce qu'il était arrivé exactement la même chose à Periscope, créé en 2015, donc juste après Vine, et qui a également été racheté par Twitter avant même son lancement. C'était simplement un système de live depuis son téléphone, mais ça a rapidement cartonné, avec des contenus en direct notables comme le Periscope de Serge Aurier, ou même Damso qui lui avait dédié le nom d'une chanson. Le problème, c'est que le réseau social a très rapidement eu mauvaise réputation, avec des lives choquants, des gens qui se donnaient la mort, des insultes, et une faible plus-value, vu que c'était uniquement filmé au téléphone, bien loin de la qualité que peuvent proposer certains lives sur Twitch par exemple. Et surtout, comme pour Vertical, la maintenance du site ou son fonctionnement coûtait extrêmement cher à cause du contenu de vidéos en direct qui sollicite beaucoup les serveurs. Le service ferme en 2021 dans le cadre d'un réalignement stratégique, et surtout parce que Twitter avait, et c'est encore le cas, du mal à être à l'équilibre financièrement. D'autres réseaux sociaux qui avaient une seule fonctionnalité ont aussi disparu à cause de leur mauvaise réputation, comme AskFM, qui est un système de questions-réponses anonymes où parfois le cyberharcèlement sévissait sans aucune modération, menant également à des drames. L'arrivée de NGL, je sais pas quoi, le nom est vraiment trop dur à retenir, qui s'adapte aux stories Insta, ou de Curious Cat, qui a une interface plus conviviale, ont achevé l'appli. Ce sont des plateformes qui sont extrêmement fragiles par la facilité avec lesquelles les concurrents peuvent s'approprier l'usage, voire simplement dupliquer le concept. Je pense qu'à ce niveau-là, BeReal est un tournant. Créée en 2020, l'application consiste à envoyer une photo instantanée à ses amis pour montrer ce qu'on fait à un moment précis de la journée, pour offrir une vision plus naturelle et un peu anti-Instagram. Mais cette utilisation reste limitée et est souvent détournée par des personnes qui vont attendre le moment opportun pour faire leur BeReal à une heure où ils savent que la photo sera sympa et leur mode de vie valorisé. Surtout que la menace d'avoir une plateforme comme Instagram qui propose ce genre de service au sein de l'application est un risque à ne pas négliger. De plus, les utilisateurs semblent en baisse depuis plusieurs mois, certains sûrement lassés par le concept un peu redondant. L'entreprise a donc décidé d'élargir son éventail de fonctionnalités, au risque d'aliéner son concept premier. Un peu comme l'application Yo, qui consistait juste à envoyer un message Yo à un ami. Je vous jure qu'un jour ça a eu du succès, très éphémère malgré tout, mais quand même du succès. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, vous, quel est le réseau social ou quelle est l'application qui vous manque le plus ou en tout cas vous rend le plus nostalgique. Je sais que souvent ce qui revient c'est Vine et je suis assez d'accord et j'ai pas pu parler de tous les réseaux sociaux qui ont disparu. Il y en a plein dont certains que j'ai pas connus parce que moi je suis arrivé aux alentours de 2012-2013 sur internet. Je suis arrivé à cette ère-là et donc évidemment derrière moi il y a eu plein de trucs. Je sais qu'il y a eu MSN, mon frère était sur MSN. Personnellement, quand je suis arrivé sur internet, il y avait déjà Facebook et MSN était déjà mort. Mais si jamais il y a des gens qui ont été sur MSN, n'hésitez pas à partager votre expérience sur le sujet. On a donc vu des réseaux sociaux qui ne sont pas parvenus à convertir un premier succès initial, d'autres qui ont tout perdu car ils reposaient sur une seule fonctionnalité et étaient facilement réplicables. Mais qu'en est-il des plateformes globales qui avaient un succès monstrueux? Attention, le prochain mot donnera peut-être des frissons à certains, Skyblog. Créé en 2002 sur le site de la radio de rap Skyrock, Skyblog était simplement un repère de blog perso. Dans le sillon de la mode des forums et des débuts de l'internet grand public, énormément de personnes créaient leur propre blog pour parler de leur passion, de leur vie ou se réunir pour débattre sur certains sujets. Orelsan par exemple avait réuni une communauté sur cette plateforme et une autre, dont on parlera juste après, ce qui avait participé à le faire connaître. Avec cette tendance, c'est toute une esthétique très risible aujourd'hui qui évoque des souvenirs sûrement à beaucoup d'entre vous. Mais alors que, selon l'organisme de mesure Comscore, Skyrock.com était le 7e réseau social dans le monde en juin 2008 avec plus de 21 millions de visiteurs, aujourd'hui la fréquentation est en chute libre. L'arrivée de Twitter et Facebook et la difficulté en tant que groupe français de faire face aux géants américains était trop complexe à surmonter. Il reste malgré tout en ligne avec quelques pépites pour les plus curieux d'entre vous. Un autre site de microblogging qui est un peu tombé dans l'oubli, c'est Tumblr. Également lié à toute une esthétique, voire j'oserais dire un lifestyle, Tumblr a été racheté par Yahoo en 2013 pour 1 milliard d'euros. Et c'est précisément ici que les choses se sont compliquées. L'arrivée de la culture vidéo, ce que Tumblr ne pouvait pas supporter à l'époque, et l'interdiction en 2018 du contenu pour adultes, qui représentait une part importante des publications sur le site, ont fait plonger les visites. En ajoutant à cela le manque de nouveautés dans l'interface et l'arrivée de Pinterest et Twitter, vous avez un site qui a perdu quasiment toute sa valeur et ses utilisateurs. Un autre site
qui a subi son rachat, c'est MySpace, un des vrais premiers réseaux sociaux qui ressemblait un petit peu à ce que pouvait proposer Facebook bien avant les autres, qui cartonnait au début et au milieu des années 2000. Acheté par Rupert Murdoch, un grand mania de la presse aux États-Unis, qui voulait l'intégrer à son empire médiatique, le site s'est craché peu de temps après. Le fait d'être acquis par une grosse structure nécessitait une rentabilité difficile à une époque où le modèle économique était encore plus précaire que maintenant. Les publicités ont rapidement envahi le site et l'expérience utilisateur s'est vue se détériorer à une vitesse grandissante. De plus, le site était la cible privilégiée des médias pour les dérives des réseaux sociaux, en étant le pionnier et donc le bouc émissaire. L'arrivée de Facebook, beaucoup plus agile avec sa structure de start-up, dirigée par des jeunes qui sont la cible première du site et sans publicité au départ, ont fini par achever ce qui n'est aujourd'hui plus qu'une relique d'une époque d'internet révolue. Après, on n'est pas à l'abri que certains de ces réseaux sociaux reviennent pointer le bout de leur nez. C'est le cas de Dailymotion par exemple, qui a disparu à cause de leur incapacité à financer les créateurs contrairement à YouTube quand la plateforme a été rachetée par Google et dont le rachat pour Dailymotion par Yahoo a été bloqué par des acteurs du gouvernement en place. Je vous renvoie vers la vidéo de Ludovic B à ce propos. Après s'être concentré pour devenir une plateforme B2B et un player majeur du web en France et dans le monde, le site revient avec une nouvelle interface, une nouvelle ligne éditoriale pour offrir une alternative dite plus éthique à TikTok et YouTube. Maintenant, c'est à voir si cette volonté est capable de transformer l'essai, alors que je n'ai pas vraiment en tête d'exemples de plateformes web qui ont réussi à renaître de leurs cendres de manière spectaculaire. Bon, je vous avais prévenu, l'objectif c'était avant tout de faire une vidéo moins prise de tête et un peu plus passage en revue d'anciens phénomènes du web. Mais qu'est-ce qu'on peut en retenir comme véritable enseignement? Déjà, que les réseaux sociaux reposent sur un équilibre très précaire entre la nécessité d'avoir les reins solides pour assurer les coûts de développement, les serveurs et gérer les flux, et de l'autre, la capacité à être flexible, s'adapter aux tendances qui vont extrêmement vite sur Internet lorsque la structure devient trop importante et trop lourde. Par exemple, Vertical, Skyblog et Dailymotion ont manqué d'une entreprise qui pourrait injecter de l'argent en grande quantité, quand Tumblr, MySpace, voire Vine et Periscope en ont fait les frais. Et quand je dis que c'est un véritable équilibre à trouver, on a souvent tendance à pointer du doigt l'échec d'un réseau social comme la preuve que, par exemple, le rachat par les grosses structures, ça fonctionne pas. Mais il y a plein d'exemples inverses. Par exemple, Instagram a été racheté par Facebook, Meta, et a probablement jamais été aussi populaire que depuis, malgré des prises de décision qui, au moment où elles ont été prises, étaient considérées comme des mauvaises idées qui allaient ruiner l'application. De l'autre côté, certaines applis comme Snapchat ont toujours refusé d'être revendues à des grands fonds d'investissement ou à des grands groupes médias, justement pour garder leur indépendance et leur flexibilité. Et pareil, Snapchat s'en sort très bien, étonnamment bien, même face aux autres monstres qui font quasiment tous partie d'un groupe. De même que le modèle économique est difficile à tenir, puisqu'en réalité, le réseau social s'adresse à deux publics. Les utilisateurs classiques, à qui il se doit d'offrir la gratuité et un service de qualité, mais aussi les annonceurs, voire les investisseurs, qui ont parfois des intérêts contradictoires avec les utilisateurs lambda, comme on a pu le voir régulièrement sur YouTube, ou comme ce fut le cas avec Tumblr. Après, le plus passionnant à analyser pour moi est véritablement le phénomène social, qui explique le départ de millions de gens d'une plateforme en quelques semaines ou mois. Pourquoi des personnes abandonnent du jour au lendemain une habitude en ligne? On avait vu ensemble la loi de Melcafé, selon laquelle, lorsque l'on rajoute un nœud, c'est-à-dire un point d'interconnexion à un réseau, l'utilité de ce réseau augmente plus que proportionnellement. Donc plus il y a de gens que l'on connaît sur un réseau social, plus son utilité augmente de manière exponentielle. La vérité semble vraie dans le cas inverse. De plus, comme l'expliquent très bien Nicolas Christakis et James Foiler dans leur livre Connected, the surprising power of our social networks and how they shape our lives, on fait face avec les réseaux sociaux à une amplification sans précédent de la contagion sociale. Nous avons une tendance humaine et manifeste à suivre les comportements de nos pairs, encore plus quand ils sont visibles et publics. Cela inclut nos consommations, ce qui explique la queue monstrueuse devant chaque restaurant en tendance sur Instagram, mais aussi notre manière d'agir sur le web. On s'est tous inscrits à l'un d'eux car on avait des potes dessus et on voulait pas se sentir exclus. Si jamais ces mêmes amis s'en vont, l'expérience devient tout de suite moins intéressante. Ça, c'est pour les explications qu'on connaît. Mais je suis sûr qu'il existe des phénomènes psychologiques et sociaux insoupçonnés qui permettent de mieux comprendre la disparition de certains réseaux sociaux. Pour le moment, les études à ce sujet sont peu nombreuses. Mais si vous avez des pistes, je suis preneur. Personnellement, ma théorie est que l'on sous-estime grandement l'importance pour chaque réseau social d'avoir une culture qui lui est propre, des normes, des codes impossibles à répliquer et de célébrer cette culture. Pour moi, c'est l'essence même de ce qui fait un réseau social, c'est sa culture. Et par exemple,
Vine est mort quand l'application a été fermée, mais surtout quand la culture du Vine elle a disparu. Ceux qui étaient sur les réseaux sociaux à cette époque s'en souviennent forcément, mais les vidéos de 6 secondes qui venaient de Vine, on les reconnaissait immédiatement et sans avoir besoin d'un watermark comme c'est le cas actuellement sur TikTok, tout simplement parce qu'il y avait une ADN Vine en plus de leur durée. Encore une fois, on peut dire exactement la même chose pour Skyblog, qui est tellement ancré temporellement dans une forme de mode avec son esthétique, ses pratiques. Lorsque ces pratiques cessent et que le site n'arrive pas à en engendrer de nouvelles, et bah c'est là qu'il meurt. C'est la disparition de cette culture qui entraîne pour moi la véritable mort du réseau social. C'est ce que je crains aujourd'hui pour YouTube. On en parlera longuement dimanche prochain 15h sur cette chaîne et je vous expliquerai pourquoi pour moi la Video City Paris, qui réunissait les plus gros youtubeurs de l'époque, était en réalité l'apogée de YouTube, alors qu'elle a toujours été considérée comme une honte et un fiasco. If you enjoyed this video, you might like this one about why our favorite singers could disappear in the future. You just have to click on it. I'm sure you won't be disappointed. See you next Sunday at 3 p.m.